Je vais partir du texte que je vois. J'ai tout dans la tête du point de vue explication, donc je vais m'en sortir comme ça. Alors c'est prêt, c'est parti. Alors, lors de la session précédente, nous avons parlé du plasma fondamental initial, c'est ce qu'on appelle le neutron. Lorsqu'un neutron se désintègre, il crée un proton et un électron. Mais comme dans les autres désintégrations de la structure atomique, celle des atomes plus lourds, comme l'uranium par exemple, des éléments nouveaux, plus légers, sont créés. Mais avec les mêmes caractéristiques et avec le même nombre de protons et le même nombre d'électrons, deux éléments nouveaux. Par conséquent, la même chose arrive à la matière initiale fondamentale, où quand le plasma initial fondamental se désintègre en un proton et un électron, il emporte avec lui la même matière, c'est-à-dire que l'électron porte toujours une partie de l'antimatière, de la matière noire, et en même temps l'électron transporte une partie des forces du champ du plasma fondamental initial. Donc pour la première fois, nous expliquons que l'électron est un plasma, et en réalité, quand on considère le mouvement de l'électron autour du proton, nous voyons clairement pourquoi les deux composants de l'atome sont constitués des mêmes matériaux et sont en fait de trois matières différentes. Ainsi, pour la première fois, nous voyons le plasma d'un proton et le plasma de l'électron. Dans le monde réel de la physique, beaucoup de scientifiques parlent du mouvement aléatoire de l'électron autour du plasma du proton. Mais en réalité, maintenant que nous savons que le proton et l'électron sont faits du même matériel, qui sont de même nature, il est très simple de comprendre pourquoi l'électron possède un mouvement par rapport au proton lui-même. C'est très simple. Vous avez par exemple une condition dans laquelle le côté de l'électron du champ magnétique de la matière vient à proximité des champs magnétiques de l'antimatière et de sa magnétosphère. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est attiré, ils sont tous les deux dynamiques et ils se déplacent dans un mouvement, il est repoussé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'antimatière, la même force, donc il s'éloigne. La même chose se produit, le plasma va plus à l'intérieur, et comme ils sont tous les deux dynamiques, mais le système est très clair en fait. La matière à l'intérieur du proton, la matière au sein de l'électron, garde certains champs magnétiques et gravitationnels l'un et l'autre. Alors, lorsque la sphère totale... Alors, excusez-moi, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, la vidéo a coupé, a sauté. Oui. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Parce que la vidéo a sauté, donc... Oui, j'ai vu que tu avais eu un trou, il n'y a pas de problème. Je pense par là, on va voir. Voilà. Voilà, donc je répète, donc l'électron se rapproche, et lorsque la sphère totale de l'ensemble de la matière du champ magnétique, toute la matière du plasma du proton, permet au plasma de l'électron de se rapprocher. Donc maintenant, vous voyez comment l'électron trouve sa position. Mais comme ils sont tous les deux dynamiques et que l'ensemble tourne, très simplement, regardons un exemple de cette façon. La vidéo s'arrête là apparemment. C'est ton ordinateur. Alors, voici. C'est ton ordinateur. Alors, je reviens en arrière. Non, ça va aller. Il est en train de montrer, en fait, c'est très simple. Il montre la partie rose, c'est le plasma origine, le proton, et la petite balle, c'est le neutron.
Donc, il explique, regardez bien, comment le neutron essaye de trouver, tantôt il est attiré, tantôt il est repoussé autour du proton. Et c'est ça qui donne le fameux mouvement soi-disant aléatoire. En fait, l'électron essaie de trouver sa position autour du proton en étant tantôt attiré, tantôt repoussé par les éléments de l'antimatière ou de la matière. On peut faire une petite pause, s'il vous plaît, sur la vidéo? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je vais essayer de repréciser un petit peu ces notions d'attraction et de répulsion. Donc, si vous voyez bien la balle rose et ce qu'il a dans la main, qui est l'électron, étant donné que dans l'image de droite, où vous voyez les petites barres rouges et les petites barres qui ressemblent à des aimants, chacun de ces éléments étant tantôt magnétique, tantôt gravitationnel, vis-à-vis de l'électron, on se trouve dans des situations où tantôt on a deux aimants plus qui se repoussent, et tantôt l'électron va se retrouver devant la partie d'antimatière qui peut être moins, et l'électron va donc, on se retrouve donc avec deux éléments, un plus et un moins, ça s'attire, ou tantôt on va se retrouver avec des éléments plus ou moins. Voilà pourquoi l'électron est tantôt attiré, tantôt repoussé, jusqu'à ce qu'il trouve une sorte d'équilibre. En fait, il ne le trouve jamais, et c'est pour ça qu'il papillonne un petit peu autour du proton. On peut continuer. Est-ce que mon explication est claire? Oui, c'est bien, Jean-Jacques. C'est bon? On peut continuer. Oui, c'est parti. Voilà. Merci. Voilà, donc ceci est valable pour tous les corps célestes, pour leur déplacement. Pour regarder leur distance, ils se rapprochent de la même façon. Donc ce que nous avons développé, c'est exactement la même chose. Nous avons développé un réacteur qui est comme un proton, et en même temps, nous avons la Terre. Il y a quelqu'un qui parle en espagnol derrière. Oui, j'entends. Je regarde comme le matériau de la matière. Je regarde. Attends, je vais arrêter la vidéo, là, juste pour voir s'il y a un micro qui est ouvert. Alors, bon, je vais me passer de la vidéo parce que ça sera plus simple. En fait, donc il explique que ce soit pour un proton ou un électron, ou que ce soit pour le Soleil et la Terre, ces deux planètes essayent de trouver leur équilibre, mais en fait, l'équilibre universel n'existe pas. Il y a toujours une sorte de mouvement et d'aller-retour entre attraction, répulsion, puisque chaque élément, le Soleil et la Terre, ont à la fois tous les deux un champ magnétique et un champ gravitationnel. Donc, ils se repoussent, ils s'attirent, ils se repoussent et ils s'attirent de façon dynamique par la création d'une rotation. Et donc, il explique qu'il a créé un réacteur, et on verra dans les images tout à l'heure que le réacteur, au départ, était une sphère, possédant un champ magnétique et un champ gravitationnel, et qu'il était difficile avec une sphère de contrôler la sphère. Donc, ils ont créé une demi-sphère. C'est ce qu'il montre dans tous les schémas, dans son KSW, il montre une demi-sphère, parce que c'est plus facile à contrôler. Et par conséquent, avec un vaisseau spatial, pour se positionner, eh bien, il suffit de diminuer le champ magnétique, ou au contraire, de diminuer un champ gravitationnel. Donc, si par exemple, vous prenez un vaisseau spatial et que vous l'éjectez de la Terre, eh bien, pour s'éjecter, il suffit d'augmenter le champ gravitationnel. Donc, le vaisseau va être repoussé de la Terre. Une fois arrivé dans l'espace, eh bien, il va rencontrer un autre objet et il suffira d'utiliser la gravitation de l'autre objet pour se faire attirer. Et pour rester à distance, eh bien, il suffit d'augmenter le champ magnétique, et à ce moment-là, le vaisseau va être repoussé de l'objet. C'est comme ça qu'on se positionne dans l'espace. Donc, en jonglant avec tantôt le champ magnétique ou tantôt le champ gravitationnel, eh bien, on peut faire varier la distance entre un vaisseau spatial, et c'est comme ça que fait l'électron. Est-ce que mon explication est correcte? Compréhensible? Ça va. Ah, c'est super, merci. Voilà, alors je sais que M. Kesh avait déjà, lors d'un KSW, il y a de ça 5 ou 6 mois, il avait expliqué justement cette façon de se positionner dans l'espace. Et donc, il expliquait qu'il n'y a pas besoin pour se positionner dans l'espace, c'est pas une question de trajet, c'est juste une question
de position dans l'espace, ce qui est différent de la notion de trajet. Voilà. Je me demande, Jean-Jacques, si l'espagnol, ça ne vient pas de ton ordinateur. Pardon? Je me demande si la voix qu'on entend en fond ne vient pas de ton ordinateur. Oui, oui, non, je sais, mais c'était un peu perturbant pour moi. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Voilà ce qu'il fallait comprendre au sujet de l'électron et du proton. Super, donc, si vous voulez, on peut continuer la vidéo pour voir, mais je pense que je vous ai expliqué exactement l'essentiel. D'ailleurs, ça mériterait de faire des schémas par la suite qui seront peut-être un petit peu plus compréhensibles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser maintenant? Voilà. Donc, il explique par conséquent, il n'y a pas besoin de brûler de carburant, puisque la Terre en elle-même ne se mobilise pas autour du Soleil avec du carburant, simplement grâce au champ gravitationnel et au champ magnétique qu'on appelle MAGRAV. Donc, voilà l'importance. Il n'y a pas besoin d'utiliser du pétrole ou de brûler quoi que ce soit. Voilà, donc il est en train d'expliquer ici, voilà, on change la force des champs gravitationnels, et si on veut s'éloigner, on augmente le champ magnétique. Voilà la façon de se déplacer dans l'espace. En fait, ce n'est pas un déplacement, c'est un positionnement instantané. Voilà. Là, je pense que je vous ai expliqué déjà ce qu'il est en train de redire. Voilà, donc là, il est en train de montrer le réacteur en demi-sphère. Et pourquoi la demi-sphère? Parce que c'est plus facile à contrôler. Et il dit que ça fonctionne. À l'origine, ils avaient essayé de faire des réacteurs sous forme de sphère, mais ils n'arrivent pas à la contrôler. Peut-être qu'on le fera dans le futur. Donc il explique qu'il a fait la réplication de ce qui se passe entre la Terre et le Soleil. Donc si on met une bobine comme générateur, comme le système est un système dynamique, les champs magnétiques dynamiques en coupant les atomes, ceux du bobinage de cuivre, donc ça produit de l'énergie, et les centrales électriques brûlent du carburant qui font tourner les turbines pour créer un objet magnétique en rotation, ce que nous appelons un rotor, sur lesquels sont montés des aimants. Dans le générateur, pour créer de l'énergie, la Terre crée son propre champ magnétique. Il n'y a pas de générateur de vapeur à l'intérieur, il n'y a pas de turbine, mais à cause du positif. Et dans son livre, il explique que la rotation de la planète se produit et nous avons tout simplement le même principe de fonctionnement des réacteurs. En comprenant la construction du plasma, en comprenant sa construction, comment le mouvement est créé entre le proton et l'électron, nous avons créé la même technologie et il n'y a pas besoin de brûler du combustible. Mais en même temps, la masse qui est fondée sur le champ magnétique, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, elle entre en jeu. Voilà pourquoi la masse est toujours constante pour tous les éléments. Elle est constante si vous êtes sur Terre ou dans l'espace. Et un proton, quel qu'il soit dans l'espace, a toujours la même masse, mais son poids est différent. Ainsi, dans les nouveaux systèmes de réacteurs, la masse est indépendante de ce qui est à l'extérieur du champ gravitationnel des réacteurs. Nous pouvons faire donc décoller n'importe quelle masse, indépendamment de sa position dans le système planétaire des galaxies.
Voilà pourquoi nous voyons un tout petit réacteur du noyau de la Terre qui peut déplacer d'énormes masses de la Terre depuis des milliards d'années. Une petite quantité de matière à l'intérieur du noyau. Voilà exactement comment nous avons développé nos réacteurs. Avec des petits réacteurs, on peut réduire le poids, on peut augmenter le poids, on peut se déplacer partout sans brûler de carburant. Nous sommes éloignés de l'éthique qui consiste à brûler du carburant et nous positionnons simplement de façon magnétique et gravitationnelle. Et si vous avez des champs magnétiques, vous allez nulle part. Vous devez avoir les deux, le gravitationnel et le magnétique. C'est ce que nous avons fait. Voilà, je crois que c'est la fin. Oui, c'est la fin de cette émission. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je pense qu'au sujet de la masse, vous devriez avoir des questions à poser pour ceux qui ne sont pas doués en physique. Donc, je vais apporter une précision. Je rappelle pour ceux qui sont... Oui, vas-y. Jean-Jacques, je rappelle Pardon? Je rappelle pour ceux qui sont spectateurs. Allô? Oui, je rappelle à tout le monde. Et donc, pour ceux qui sont spectateurs, si vous Non, avez des questions à poser, vous m'entendez levez la là? main pour qu'on puisse passer conférencier. Oui, Jean-Jacques, on t'entend. Est-ce que tu peux arrêter la vidéo sur ton propre ordinateur? Je ne sais pas, il y a toujours une voix espagnole. Il y a une voix espagnole qui est en arrière-plan toujours. Il doit y avoir une vidéo qui défile. Alors, il y a une vidéo quelque part qui doit marcher. Hein. Oui. Il n'y a pas sur quelque... ton ordi, hein. Bah, ça donne... J'ai l'impression qu'il y a une vidéo qui parle en ce moment toujours. Ah, ça y est. Merci Jean-Jacques pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Jean-Jacques sur ce qu'il vient de vous expliquer? Écoute, Fred, il ne semble pas y avoir de questions. Moi, perso, je vais regarder ce qu'il a expliqué parce qu'il a fait magnifiquement, mais une deuxième, une troisième fois, je reviendrai dessus. En tout cas, merci. C'est pas perdu, je vais regarder ça de nouveau. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Est-ce que vous voulez... je voudrais faire une petite précision. Vous m'entendez correctement là? Oui, Jean-Jacques. Ok. Je vais essayer d'être bref. En ce qui concerne la masse et le poids, la masse représente en physique la quantité de matière, alors que le poids, c'est la masse multipliée par la force de la gravitation. Donc, la grande différence, c'est pour ça que Keshe dit, et bon, tout le monde le sait en physique, on peut donc déplacer une masse simplement en faisant varier la force de la gravitation ou du champ gravitationnel. Donc, si vous diminuez la gravitation, la force gravitationnelle d'un objet, eh bien, il devient, si vous ramenez, par exemple, la force gravitationnelle sur Terre est de 9G, si vous la ramenez à 1G, eh bien, vous allégez vous avez toujours la même masse, la même quantité de matière, mais elle devient plus légère et à ce moment-là, elle quitte le périmètre de la Terre. Voilà pourquoi on peut déplacer des gros objets avec simplement faisant varier la force de gravitation. Voilà, je pense que c'était le point le plus difficile à comprendre. Oui, c'est très clair. Voilà, j'ai terminé.